Je vais maintenant parler du dernier type d'organe du système foliacé. C'est les fleurs. Maintenant, pas toutes les plantes sont des plantes qui ont des fleurs. Les plantes qui n'ont pas de fleurs, comme par exemple les sapins ou les cèdres, sont ce qu'on appelle des gymnospermes. Les plantes à fleurs, elles, sont ce qu'on appelle des angiospermes. Les angiospermes sont donc toutes les plantes qui existent sur la Terre qui ont la capacité de former des fleurs dans leur système foliacé. Une fleur peut être divisée en 4 organes différents qui vont avoir 4 fonctions différentes. Un des organes, ce serait les sépales. Les sépales sont les parties qui sont stériles, c'est-à-dire qui ne permettent pas la reproduction, et qui protègent le bouton floral. Donc, le bouton floral, ce serait ta fleur. Les pétales, elles, sont la partie stérile aussi, donc elles ne peuvent pas participer à la reproduction en tant que telles, qui, elles, vont avoir comme rôle d'attirer les pollinisateurs. C'est pour ça que les fleurs vont avoir des formes variées et vont aussi avoir des couleurs très vives et intéressantes parce que ça va attirer l'attention des pollinisateurs. Le pistil, ça va être l'organe reproducteur femelle de la fleur et les étamines qui, elles, vont être les organes reproducteurs mâles de la fleur. Ça veut dire que les plantes à fleurs, elles, ont 2 organes reproducteurs, un mâle et une femelle. Si on regarde l'anatomie d'une fleur, donc la fleur va avoir les sépales, donc ça c'est la partie qui protège le bouton floral, vont avoir des pétales qui vont avoir des couleurs vives qui vont permettre d'attirer les pollinisateurs. Au centre, tu vas avoir le pistil qui, lui, va être divisé en 3 différentes structures. Le stigmate, le style et l'ovaire qui va contenir l'ovule qui est la gamète femelle. Et c'est pour ça qu'on appelle le pistil l'organe reproducteur femelle de la fleur. Et de chaque côté, tu vas voir des étamines qui, eux, sont les organes reproducteurs mâles sur lesquels il va y avoir des anthères. Et c'est sur ces anthères-là que l'on va retrouver le pollen. Donc, le pollen va se retrouver à recouvrir les anthères et c'est à cause de ce pollen-là que la pollinisation peut se faire. Maintenant, comment est-ce que la reproduction se fait alors chez les plantes? Le pollen qui est sur les anthères va se faire transporter pour qu'il puisse aller dans le stigmate d'un pistil, descendre jusqu'à l'ovule et féconder l'ovule d'une fleur. Les fleurs peuvent donc s'auto-féconder, comme je viens de décrire ici, ou on peut s'imaginer qu'une autre fleur avoisinante d'une autre plante qui est un petit peu plus loin va avoir des étamines. Donc, imaginez qu'il y a une autre fleur plus loin. Donc, je ne vais pas dessiner toute une fleur, mais vous comprenez le principe. Qui va avoir du pollen. Et ce pollen-là va être transporté jusqu'au stigmate et au pistil de la fleur voisinante. Et il va avoir fécondation de l'ovule de cette façon-là. Puisque les plantes ne peuvent pas se déplacer, et les fleurs ne peuvent pas se déplacer, il faut que le pollen trouve une façon de se faire transporter jusqu'au pistil de la même fleur ou d'une autre fleur d'une plante qui est de la même espèce. Et ça se fait à l'aide de la pollinisation. C'est-à-dire que la pollinisation, c'est le transfert de pollen des anthères mâles au stigmate femelle, qui peut être de la même plante ou de 2 plantes différentes qui sont de la même espèce naturellement. La pollinisation va se faire à l'aide de plusieurs façons. Donc, elle peut se faire par des insectes. Comme ici, on voit une abeille qui est recouverte de pollen et qui se promène dans les étamines d'une fleur. Donc, vous voyez, ça, c'est toutes les étamines qui sont recouvertes de pollen. Et elle se recouvre entièrement de pollen et en butinant d'une fleur à l'autre, va se frotter contre le stigmate et faire que le pollen peut rentrer et féconder la fleur. Elle peut se faire donc transférer sur la même fleur ou, puisque les abeilles peuvent se déplacer parce qu'elles volent, elles peuvent transporter le pollen à travers des longues distances d'une fleur à l'autre. La pollinisation peut aussi se faire à l'aide d'animaux. C'est-à-dire qu'il y a certains animaux qui peuvent aller se frotter aussi contre les étamines d'une fleur et faire en sorte que le pollen peut être transféré d'une fleur à l'autre. Ça peut être aussi une dispersion qui se fait par l'eau. Si l'eau coule dans une fleur et transporte le pollen, parce que le pollen, ça coule pas dans l'eau, ça flotte dans l'eau, ça peut se faire transporter au pistil d'une autre fleur, par exemple dans le cas des fleurs aquatiques. Ça peut aussi être une dispersion qui se fait par le vent. Le pollen est très léger
Et donc, s'il y a un gros coup de vent qui attrape le pollen peut être transporté dans le vent sur des longues distances et aller féconder des pistilles de fleurs de la même type de plante qui est beaucoup plus loin. En ce moment, c'est le printemps et je suis sûre que vous avez remarqué, surtout ceux qui ont des allergies au pollen, que l'air est rempli de pollen actuellement. Et ça, c'est une des façons par le vent que la pollinisation peut se faire pour féconder des fleurs d'une plante à une autre plante qui est beaucoup plus loin. Donc maintenant, on va passer à un dernier sujet qui va être comment est-ce que les plantes grandissent. Les plantes vont grandir à l'aide de ce qu'on appelle des cellules méristématiques. Des cellules méristématiques, c'est des cellules qui sont non spécialisées. Donc, c'est des types de cellules souches qu'on avait vues au début de cette unité-ci. Ces cellules non spécialisées, parce que ce sont des cellules qui sont pluripotentes, donc qui ont la capacité de se transformer en différents types de cellules, elles peuvent se diviser rapidement et se différencier, donc se transformer en un autre type de cellule qui serait une cellule spécialisée. Ceci permet de faire la croissance d'une plante à partir d'une comment on appelle ça encore? D'une graine, c'est le mot que je cherchais, qui ensuite va se développer en tant que plante en entier et va être capable de donner naissance à tous les différents tissus, donc le tissu de base, le tissu dermique, le troisième tissu, c'est le tissu vasculaire, donc avec le xylème et le phloème. Donc, va être capable de donner naissance à ces différents types de tissus et donner naissance aux différents organes du système racinaire et du système foliacé, comme les racines, les feuilles, les tiges, les fleurs. Donc, tous ceux-là viennent des cellules méristématiques. Les cellules méristématiques, on peut en retrouver à différents endroits. On a soit des cellules méristématiques apicaux, ce qui veut dire aux extrémités, c'est-à-dire qu'on va les retrouver aux extrémités des tiges et des racines. C'est-à-dire que les méristèmes apicaux, on en a ici, parce que c'est à une extrémité d'une tige. Ici, on a aussi d'autres méristèmes apicaux parce que c'est à des extrémités des racines. Donc ça serait des exemples de méristèmes apicaux. Et on a aussi des méristèmes qui sont intercalaires. Donc les méristèmes intercalaires vont se retrouver au long des tiges, entre les tiges secondaires et la tige principale. Ceci est la tige principale. Et donc ici, entre la tige principale et la tige secondaire, on a un méristème intercalaire. Ici, on a une autre tige secondaire et une autre tige principale, donc un autre méristème intercalaire. Et ici aussi. C'est ces méristèmes-là qui vont permettre à la plante de grandir dans toutes les directions. Par exemple, les méristèmes apicales ici peuvent permettre la croissance de la plante vers le haut pour qu'elle devienne plus grande. Les méristèmes racinaires permettent aux racines de devenir plus grands et permettent donc à la plante de mieux s'ancrer et de mieux absorber les nutriments dans le sol. Les méristèmes intercalaires permettent de créer des nouvelles branches et de nouvelles feuilles à partir de la tige principale. Et donc, ça va faire que la plante peut grandir dans toutes les directions, avoir plus de taille dans les deux directions, avoir de plus longues racines et aussi avoir plus de tiges et de feuilles à partir de la tige principale. C'est-à-dire que ces méristèmes-là sont très importants pour la croissance des plantes et ce sont des cellules non spécialisées qui peuvent se diviser et se multiplier et se différencier pour devenir différents tissus pour former les différents organes qu'une plante a besoin dans son système foliacé et son système racinaire. Maintenant, j'aimerais ça que vous fassiez le dernier devoir de cette unité, donc le devoir numéro 13, que je vais mettre en lien dans le Classroom.